d'avoir accepté de participer à notre nouvelle série de rencontres avec de grands leaders de différents secteurs d'activité pour comprendre comment leur histoire et leurs projets leur ont permis de devenir des acteurs incontournables en matière d'innovation au Québec. Alors, chers spectateurs, laissez-moi le grand plaisir de vous présenter notre leader d'exception, Phoebe Greenberg. Elle est une entrepreneure culturelle. Vous êtes une passionnée de culture, d'art contemporain et de la ville de Montréal que vous faites rayonner ici et ailleurs avec vos projets porteurs. Votre passion vous a mené à mettre la culture directement à la portée du grand public en lançant en 2007, la Fondation PHI pour l'art contemporain, qui est un organisme qui présente des œuvres culturelles et qui propose un programme éducatif inclusif. En 2012, vous avez poussé le concept à un autre niveau en mettant en place le Centre PHI, ce pôle culturel et artistique multidisciplinaire qui présente des expositions totalement novatrices et qui intègre souvent des nouvelles technologies au service de l'art et de l'expérience immersive. En 2017, vous avez été nommé En 2017, vous avez été nommé Compagne des arts et des lettres du Québec. En 2018, vous avez reçu l'insigne d'officière de l'Ordre national du Québec afin de souligner votre grand apport à la société québécoise. Madame Greenberg, c'est tout un plaisir, un honneur que vous nous faites aujourd'hui de prendre le temps avec nous. Alors, je vous remercie profondément de prendre ce moment-là pour parler aux gens d'innovation, mais aussi pour vous livrer un peu de qui vous êtes. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, je vais me permettre de vous poser les premières questions. Alors, le Centre PHI, c'est un endroit reconnu à Montréal, mais également dans tous les milieux culturels comme étant un lieu extraordinaire où la créativité et les gens se réunissent pour nous proposer des expériences vraiment extraordinaires. Donc, j'ai deux questions pour vous. J'ai une question en fait en deux temps. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ces initiatives-là? Et après plus de 10 ans pour la Fondation et près de 10 ans pour le Centre PHI, quels sont ces projets-là qui vous procurent une plus grande fierté? Mais en fait, j'étais inspirée par mes années à Paris et mes rencontres avec les artistes dans le domaine d'art contemporain et aussi le théâtre. Et finalement, j'ai commencé à réfléchir sur l'influence de la technologie sur les boîtes à outils de les artistes. Et le côté immersif, pour moi, c'est le théâtre aussi, parce qu'on a vraiment la dynamique de l'espace qui est similaire des tendances au théâtre. Là, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai souhaité avoir un lieu qui était une place pour vraiment mettre les expositions en contexte par un programme de médiation, par un dialogue et une sensibilité de notre public d'ici et essayer d'ouvrir les portes internationales juste pour avoir un dialogue. Parce que pour moi, avec cette génération qui est très agile avec l'Internet, ils ont quand même un genre de regard global sur les arts. Et pour moi, c'était important d'avoir un lieu où on pouvait vraiment explorer, si vous voulez, le terrain de jeu dans tout ce qui est multidisciplinaire et voir comment il y a un écosystème, si vous voulez, de discussion des choses, des valeurs, des intérêts, d'avoir le plus d'impact sur notre public d'ici. Avez-vous des projets dont vous êtes particulièrement fiers dans les dernières années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché? Et bien sûr, mais on a eu quand même un programme très divers depuis 12 ans aux fondations et aussi au centre. Effectivement, il y a l'exposition de Sophie Calle qui m'a beaucoup touchée parce que j'avais vu
l'expo au Biennale de Venise. Elle a accepté de l'amener Prenez soin de vous ici à Montréal. Et l'impact sur les gens, vraiment, au tout début de fondation était vraiment très fort. Il y avait des gens dans la rue qui étaient vraiment excités, si vous voulez, par la proposition. Et pour moi, c'était un moment où j'ai trouvé que les idées étaient bien ancrées ici à Montréal. Sinon, bon, il y a plein de gens qui ont passé chez nous. Entre autres, j'ai beaucoup aimé le projet avec Punch Drunk parce que c'était le théâtre immersif qui était mélangé avec la réalité virtuelle. Alors pour moi, cette réunion improbable entre le VR et le théâtre était vraiment étonnant. Entre autres, il y a des compagnies comme Marshmallow Laser Feast qui vraiment poussent les frontières, qui aussi inspiré notre équipe technique à trouver des solutions. Parce que non seulement quand on fait des expositions et la médiation, mais on est en train de produire des œuvres ou assister, si vous voulez, à la réalisation d'un parcours qui invite le public à découvrir ces nouvelles formes de storytelling. Pas seulement en ligne, mais vraiment qu'il faut se rendre sur place pour vraiment avoir le contexte, le mot curatorial, un élan éducatif. Sinon, bon, la Je musique. pense que c'est très, vous avez réussi aussi à démocratiser ça, à rendre les choses plus parlantes, plus vivantes. Vous parlez d'improbabilité, mais c'est clair que vous nous faites changer d'idée, vous nous faites voyager, vous nous inspirez aussi dans votre façon de faire les choses. Moi, je peux que vous remercier là, de l'apport que vous apportez. Si vous me permettez, je vais aller à ma prochaine question. Alors, le contexte, évidemment, il est particulièrement difficile pour les entreprises dans le milieu culturel, dans le moment actuel. Puis vous avez récemment justement écrit un article pour le Goethe Institute où vous parlez de la crise, de la réponse du Canada et de l'avenir pour l'industrie culturelle. Vous disiez que le contexte de la pandémie nous oblige à revoir nos manières de faire et notre capacité de résilience. Quelles sont les initiatives que vous avez déployées à la Fondation Phi et au Centre Phi afin de vous adapter justement à cette situation, mais surtout pour continuer votre mission? Et surtout, on a eu la chance d'avoir la possibilité de migrer vers le virtuel. On a commencé d'abord à réfléchir sur notre public. Donc, au lieu d'avoir le cinéma VR ou les expositions VR, on a programmé le headset et on a créé VR to go, c'est-à-dire un moment de livrer un programme chez les gens pour faire fondre les murs et partir ailleurs parce qu'on était en confinement. Sinon, pour la musique, on a réfléchi sur qu'est-ce qui se passe autour de nous avec nos voisins. Donc, on était inspiré un peu par les balcons en Italie. Donc, on a mis de la musique live sur le toit. Et comme ça, on a diffusé un genre de backstage, concert live autour de tout l'édifice. Et comme ça, la circulation était fluide. Et donc, les gens pouvaient avoir des aperçus du live, mais aussi faire partie si tu veux, de l'écosystème. De la communauté, oui, c'est vrai, oui. On a créé aussi un VR chat room. Donc, ça, c'était une proposition de continuer le dialogue avec les participations des gens qui étaient ailleurs. Donc, ils sont venus dans une faille virtuelle un peu surréaliste. Et on avait des invités de Londres, de Copenhague, qui étaient tous en avatar. Donc,
Donc, même que le discours était rigoureux, les invités étaient hyper surréalistes dans leur avatar. Donc, ça donnait un genre de légèreté, si vous voulez, pour répondre à l'état d'esprit des gens qui étaient quand même dans un état de choc avec la pandémie. Donc, on a essayé d'être au service aussi des artistes ici, dans le sens qu'on a créé Parallel Lines, ligne parallèle, qui était une résidence en ligne pour les artistes ici, pour donner la chance de faire quasiment une visite studio virtuelle. Donc, ils avaient le temps à préparer les œuvres, faire une documentation et finalement d'être présentés, sélectionnés par un jury et donner de soutien par non seulement un petit somme d'argent, mais aussi notre équipe ici. Et donc, c'était vraiment une belle collaboration de trouver un pont, une rencontre entre les artistes au studio et le lieu, et un public évidemment.